c'est la composition. La composition, c'est quoi? C'est la façon dont vous allez arranger les différents éléments de la scène que vous photographiez. Donc ça passe par la façon de cadrer. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre cadre? Qu'est-ce que vous n'allez pas y mettre? Donc c'est la place attribuée la place que vous allez mettre, que vous allez attribuer à chaque élément. Est-ce que vous cadrez serré sur votre sujet? Est-ce que vous le remettez dans le contexte? C'est le fait d'avoir toute partie du cliché qui va être nette, c'est les perspectives, c'est les couleurs, c'est le contraste. Quand on parle de cadre, le cadre c'est très important, mais il faut aussi être un peu mobile, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un zoom sur votre appareil photo que c'est le zoom qui doit tout faire. Des fois, le fait de se déplacer d'un mètre à droite ou à gauche, ça peut changer complètement la qualité du cliché. Donc, pour réussir une bonne composition, il y a plusieurs règles qui existent. Sans doute la plus connue, c'est la règle des tiers. C'est-à-dire qu'on divise le cadre en trois parties, horizontalement et verticalement. Et du coup, on va essayer de positionner sur ces lignes les éléments forts, sachant que les intersections sont les points forts de l'image. Donc, par exemple, si on prenait un portrait, l'objectif c'est de mettre l'œil du sujet sur un de ces points. Quelques exemples rapidement. Donc là, on a une photo de portrait, le même type de composition, mais cette fois-ci sur un paysage. On se rend bien compte que les lignes fortes de cette photo-là sont bien placées sur chacune des lignes horizontales. Donc on a vraiment l'horizon qui est placé sur une ligne horizontale, on a la ligne qui est en dessous également. L'arbre qui est l'élément qui attire l'œil va être aussi sur cette ligne-là. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est la façon dont on regarde cette image-là. C'est comme quand on lit un bouquin, enfin en tout cas dans notre culture occidentale, on commence en haut à gauche et on lit en forme de Z. Donc quelque part le point le plus fort de votre photo va probablement être le point en haut à gauche. Voilà. Après, ce sont des règles, c'est pas pour ça qu'il faut en être prisonnier. Donc, mais voilà, il faut avoir ce genre d'éléments en tête. Encore une photo de paysage, là on voit bien l'horizon qui est placé sur la ligne du bas. Une autre règle de composition, là, qui est un peu plus complexe, en tout cas dans sa définition, c'est le nombre d'or. Vous avez, je pense, quasiment tous entendu parler du nombre d'or. Quant à savoir ce que c'est que le nombre d'or, je vous ai mis une petite formule qui va bien, qui est assez marrante, ça c'est pour les gens qui aiment bien les chiffres. Le nombre d'or, c'est quelque chose c'est un nombre qui est magique, c'est-à-dire que quand vous le multipliez par lui-même, ça revient à additionner 1. Donc si vous faites phi multiplié par phi, ça fait phi plus 1. Et ça se répète à l'infini. C'est-à-dire que quand vous faites phi plus 1 multiplié par phi, c'est comme si vous additionniez encore 1, ainsi de suite. On obtient une règle de composition qui ressemble beaucoup à la règle des tiers, mais qui est sans doute un peu plus naturelle à utiliser. Je vais vous montrer des exemples, c'est plus simple. Ça s'utilise rapidement. Donc on est toujours sur une règle des tiers, mais un peu plus facile à utiliser parce qu'on a un peu plus de latitude pour placer les éléments dans le cadre. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez montrer. Et l'objectif, c'est vraiment d'emmener l'œil vers votre sujet. Donc, une photo forte, hein, c'est une photo où l'œil va être guidé vers un endroit. Et il faut faire attention également à ne pas le distraire. Cette photo-là, typiquement, il y a un truc c'est presque bon, elle est très jolie, mais le sujet, c'est la part de gâteau. Et on a la tasse derrière, là, qui attire vraiment l'œil parce que les couleurs sont très vives, et qui du coup nous distrait du sujet principal. C'est pas une mauvaise photo, mais elle n'est pas parfaite non plus. Donc il y a plusieurs manières d'attirer l'œil. On va faire en sorte que le sujet soit net et que le reste de votre cliché soit flou. Donc c'est ce qu'on appelle le flou artistique, dans le vrai sens du terme, où là on va avoir un sujet net et l'arrière-plan qui va être flou, voire même également l'avant-plan. Donc là on le voit bien sur la photo de gauche, où là le sujet se détache bien du fond. Ce qui est beaucoup moins le cas sur la deuxième photo, où là on a beaucoup plus de profondeur de champ. Également la manière de cadrer. Là on a deux photos qui sont très différentes, des Tours de Saint-Laurent.
où là on a une photo qui est très large. Donc là on a le sujet qui est assez petit en bas à gauche, alors qu'ici il occupe vraiment une grosse partie du cadre. Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre, hein. C'est surtout deux choix très différents. Là on a le premier à gauche, on a vraiment les tours de Saint-Laurent qui sont dans leur environnement, avec le paysage autour, alors que ici, là, c'est vraiment le sujet unique et principal. On est sur deux partis pris très différents. Un autre moyen d'attirer l'œil, c'est de mettre de l'humain dans vos visuels. Ça va permettre de se projeter, en fait. C'est-à-dire que ce paysage à gauche, sans les humains, on aurait sans doute du mal à comprendre quelle échelle il y a. Également, la photo de la cuisine à droite, le fait qu'il y ait quelqu'un qui passe, même si on ne le reconnaît pas, etc., tout de suite, ça donne de la vie à l'image. Mais il n'y a pas que ça sur cette photo-là. Il y a le fait qu'il y a un torchon qui traîne un peu négligemment, mais bon, il est quand même bien posé, qui fait que on sent qu'il y a de la vie dans cette photo-là. Et tout de suite, on peut se projeter vraiment dans l'image. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas la personne qui arrive comme ça, je pense que rien que le fait qu'il y ait ce torchon qui est présent fait que ça donne de la vie à cet espace. Autre procédé pour attirer l'œil, c'est bien sûr les zones lumineuses par rapport aux zones sombres. Là, je vous ai mis deux photos très différentes. Il y en a un parti pris assez extrême où là, vraiment, les zones lumineuses sont très contrastées avec le fond qui est complètement noir. Une photo un peu plus naturelle ici, où là, on a la Vierge Noire au Camanour, hein, qui est illuminée, et avec tout l'environnement qui est présent, mais qui est quand même beaucoup plus sombre, et qui fait que on a l'œil qui est naturellement attiré par la Vierge Noire, même si on a cette zone-là qui reste très lumineuse, et qui a tendance à distraire un petit peu. Qui a tendance à distraire, mais en même temps, ça donne du contexte aussi, et ça donne de la vie à cette photo-là. Autre procédé, c'est les couleurs chaudes qui naturellement vont attirer l'œil vers du spectateur. Donc là, on a trois exemples assez différents. À gauche, on a vraiment là un contraste énorme entre des couleurs très chaudes et des couleurs très, très froides. Ici, on a une photo qui est quasiment noir et blanc, avec uniquement la voiture en rouge qui forcément attire l'œil. Et là, on a ces noix qui sont de couleurs chaudes et très lumineuses par rapport au reste de la photo. Vous voyez que chacun des procédés n'est pas forcément utilisé individuellement. On peut en mixer plusieurs et ça va encore renforcer l'effet. Sur cette photo là à droite, là, on a vraiment le fait que le sujet est très lumineux, les noix, elles sont de couleur chaude et en plus il y a un arrière-plan qui est flou. Donc ces trois procédés là font que c'est vraiment une photo qui est assez marquante et qui fonctionne très bien. Qu'elle soit saturée, ça va également attirer l'œil. Après, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que là, vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais cette photo-là, elle est très très saturée. Enfin, le gars là, il a vraiment quasiment les joues qui sont rouges. Là, on ne voit pas bien sur cette. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, quand on parle de saturation de couleurs, la plupart du temps, sur vos appareils, vous n'aurez pas des photos trop saturées parce que volontairement, les photos qui sont sorties par les appareils sont assez neutres. Et donc si vous voulez saturer les couleurs, ça se passe en post-traitement, donc au moment de la retouche. Autre règle de composition, c'est la règle des impairs. C'est prouvé, c'est pas scientifique mais c'est prouvé. On est plus à l'aise quand on regarde un sujet où il y a un nombre impair. Si vous avez une photo de groupe, quand il y a 5 personnes, c'est plus facile à regarder que quand il y en a 4 ou quand il y en a 6. Après sur un grand nombre, ça s'efface cette notion-là. Mais c'est une réalité. Donc voilà, là on a deux photos où on a 3 éléments ici, ici on en a 3 également. À vous de composer intelligemment en fonction de ça. L'autre règle importante, qui à mon avis est très importante, c'est de laisser de l'espace à votre sujet. Là on le voit bien. La photo initiale à gauche, la moto est presque centrée. Le fait de la recadrer pour la rapprocher de la partie gauche de l'image, pour la laisser aller vers la droite, ça lui donne plus de dynamique et elle est plus agréable à regarder. Cette photo-là, c'est pareil, on voit bien que le camionneur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bon, le gars qui descend le toboggan, et on lui laisse la place de passer. On peut avoir les mêmes procédés avec un regard, c'est-à-dire que si moi vous me prenez en photo, il faut laisser de la place à droite, là où je regarde, pour que ça fonctionne. Si j'ai le cadre qui est collé là,
ça va pas marcher, quoi. Une autre règle de composition, c'est d'utiliser des cadres naturels. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver devant des endroits, ça peut être une fenêtre, ça peut être ce porche juste en bas. Là, c'est un peu plus naturel, c'est-à-dire que c'est vraiment la végétation qui fait le cadre. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire dans cette photo-là, c'est pareil, c'est une photo qui a été un peu retouchée. Et j'ai rajouté un procédé qui s'appelle le vignettage. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le vignettage. Alors le vignettage, c'est un défaut optique des objectifs qui fait qu'à très grande ouverture, là on est en termes techniques, mais on va y revenir après, on se retrouve avec les coins de la photo qui s'assombrissent légèrement en fait. Et c'est aussi un procédé artistique qu'on utilise pour ramener le regard dans la photo. C'est-à-dire qu'une règle de composition qu'on peut avoir assez souvent, c'est de faire en sorte que les bords de la photo vont être plutôt sombres, ce qui fait que ça va garder le regard à l'intérieur, alors que si vous aviez l'inverse, c'est-à-dire le centre de la photo plutôt sombre et l'extérieur plutôt clair, ça va emmener le regard vers l'extérieur. Donc c'est plein de petits procédés comme ça qui peuvent être assez subtils, mais qui naturellement vont emmener le regard vers le sujet. Là, on voit bien, quelque part, le sujet est très centré, mais c'est moins gênant parce qu'il y a plein de procédés qui ramènent le regard vers le sujet. Pour venir de tout ça, donc là on a plein de règles de composition différentes. L'objectif c'est pas de toutes les utiliser sur la même photo, ça va être un peu compliqué. Si vous y arrivez, ça devrait faire une bonne photo normalement. Il ne faut pas être extrême non plus. Enfin, je veux dire, après il y a plein de cas où il faut laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Mais ce qui est quand même important, c'est que c'est important de maîtriser ces règles-là correctement avant de s'en affranchir. C'est-à-dire que apprenez d'abord à les maîtriser, utilisez-les, même limite à l'extrême, et une fois que vous aurez bien maîtrisé, vous pourrez commencer à les transgresser et à les combiner, etc. Une photo, c'est quoi? C'est l'exposition. C'est la base de tout. Est-ce qu'elle est sous-exposée, exposée normalement ou surexposée? Et ça, c'est fondamental. Et ça ne veut pas dire que celle de gauche sous-exposée ou celle de droite surexposée soit mauvaise. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'une photo surexposée avec des blancs qui sont cramés, c'est comme ça qu'on parle en photo, des blancs qui sont cramés, c'est pas récupérable. Alors que les photos sombres, on va pouvoir les récupérer au post-traitement. Juste ce qui est important, là j'ai mis exposition normale, j'ai pas mis bonne exposition, ni mauvaise d'ailleurs. Donc et là c'est juste surexposé, j'ai pas dit que c'était mal exposé. Même si cette photo-là elle est surexposée, ça veut pas dire que les blancs sont cramés. C'est juste qu'il y a sans doute trop de lumière. C'est des choses qu'on peut régler en post-traitement ensuite. Comment on fait pour influer sur l'exposition? Donc là, on parle bien d'utiliser l'appareil photo. Vous avez toute une quantité de modes qui sont d'automatique, sans flash, etc. Là, je parle pas de ça. Moi, je vous parle de mode programme, on va passer rapidement dessus. Vous avez TV ou AV, ça dépend ou V ou S des fois aussi, ça dépend des marques. Ça, c'est priorité vitesse. Et l'autre, c'est AV, c'est priorité ouverture. Dans ces modes-là, vous allez pouvoir régler tout ou partie de ces réglages-là. Le premier, c'est la sensibilité ISO. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait de la photographie argentique, on avait des pellicules avec une sensibilité en 100, 200, 400, 800, etc. En numérique, on a le même principe, avec des sensibilités ISO. En général, ça démarre à 100, et puis selon votre appareil photo et sa gamme, ça peut monter jusqu'à 3200, 6400. Il y a même des appareils photo maintenant, et très haut de gamme, qui montent à 50 000 ISO. Plus on monte dans les ISO, plus on a une pellicule, entre guillemets, un capteur qui va être sensible. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour recevoir la lumière. Et l'analogie qu'on peut prendre, c'est vous mettez un roux au soleil ou un blond avec la peau blanche, il mettra beaucoup moins de temps à avoir un coup de soleil qu'un brun avec une peau mate. Voilà. Donc on pourrait se dire c'est facile, je monte les ISO comme ça, j'ai pas besoin d'attendre longtemps pour que j'ai suffisamment de lumière dans ma photo. On va voir que c'est pas si simple. C'est trop facile. Le deuxième paramètre, c'est l'ouverture du diaphragme. Je vais rentrer dans le détail de tous ces éléments-là après. C'est le diamètre d'ouverture du diaphragme au déclenchement. C'est-à-dire qu'on peut prendre une analogie, là encore une fois, avec une fenêtre qui sera
une grande ouverture et un trou de serrure. Donc là, du coup, c'est tout petit. Donc ça veut dire que forcément, le trou de serrure, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre que par une fenêtre. Et le troisième élément, c'est la vitesse d'obturation, c'est-à-dire le temps où on ouvre pour illuminer le capteur de l'appareil photo. Donc ça va être plus ou moins long. Donc ces trois éléments sont interconnectés. C'est-à-dire que si on baisse l'un, on va être obligé de monter l'autre, etc. L'objectif étant, à la fin, d'avoir suffisamment de lumière pour que la photo soit correctement exposée. Sensibilité ISO. Donc c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Plus le chiffre est grand, plus le capteur est sensible, donc moins on a besoin de temps pour l'exposer correctement. Sensibilité ISO, c'est quoi la contrepartie d'une forte sensibilité ISO? C'est qu'on a du bruit. Là on le voit, ici on a un verre qui est beaucoup plus homogène. Ici, je ne sais pas si vous le voyez de où vous êtes, mais en fait on a plein de petits points lumineux qui font que c'est pas du verre. Si on zoomait encore plus, on se rendrait compte que... Et ça fait des photos qui sont moins jolies, avec des aplats de couleurs ou des couleurs sombres qui ne sont pas naturelles, quoi, qui sont pas harmonieuses. Donc plus vous allez monter dans les sensibilités ISO, plus vous allez avoir ce genre de présence-là. Ça dépend aussi de la qualité de votre appareil. Plus vous montez en gamme dans les appareils photo, moins ce bruit-là, plus ce bruit-là apparaît, mais tardivement. C'est-à-dire que quand on monte vraiment très haut dans les sensibilités ISO. Le diaphragme. Donc ça, est-ce que vous voyez bien? Donc là, on voit un diaphragme qui est très ouvert. Et par opposition, ici, d'ailleurs, on ne le voit même pas. En fait, c'est un tout petit point. Donc en fait, c'est une espèce de truc qui se referme comme ça. C'est l'équivalent de l'iris pour l'œil. C'est le même principe. Donc là, il est où? Donc c'est un chiffre qui s'exprime en F avec un chiffre ensuite. Donc là, vous allez voir, c'est un peu tordu, mais c'est pas grave. Donc par exemple, on a F 2.8 ou F 22. Ce qu'il faut comprendre, c'est que F 22, c'est très fermé, donc c'est un petit trou. Et F de 8, c'est très ouvert, donc c'est un grand trou. Ok? Qu'est-ce que ça fait, ça? Eh ben, quand c'est grand ouvert, il y a beaucoup de lumière qui va pénétrer en peu de temps. Quand c'est très fermé, c'est exactement l'inverse. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce choix d'ouverture, il va être contraint par votre objectif. Là, on ne parle plus d'appareil photo, on parle d'objectif. Donc, quand vous avez des compacts, bon, là, de toute façon, l'objectif, il est dessus. Hein. Sur des réflexes, les objectifs sont interchangeables. On a votre objectif, en général, vous avez des chiffres. Là, j'ai un 70-300. Là, on a un 18-55. Donc, ça veut dire que la focale minimale, c'est 70 mm. Et la focale maximale, c'est 300 mm. C'est la puissance de zoom 70 mm ou 300 mm. Et juste en dessous, j'ai un autre chiffre, c'est 4, 5, 6. Ça veut dire que quand je suis à 70 mm, mon ouverture maximale sera de 4, f4. Quand je suis à 300 mm, mon ouverture maximale sera de f5.6. Très important à retenir. L'ouverture de votre objectif, ça influe directement sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est bien expliqué ici, ça permet d'obtenir des photos comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une zone de netteté qui est très courte, et on va voir l'avant-plan qui est flou, et l'arrière-plan qui est flou également. Donc ça donne des photos. Donc c'est des choses qu'on utilise beaucoup en portrait ou en photo de détail. Une ouverture à 1,4, on a une profondeur de champ qui est courte, donc c'est flou devant, flou derrière. Quand on ouvre à 5,6, c'est beaucoup plus long. Et quand on ferme à 22, là du coup on a une profondeur de champ qui est très longue. Là le diaphragme, il est grand ouvert. Ce qui fait que du coup, on va avoir une profondeur de champ qui est très courte. C'est-à-dire que c'est la zone de netteté dans votre photo qui va être courte. C'est-à-dire que vous allez avoir votre arrière-plan qui va être flou et votre avant-plan qui va être flou. Donc là, portrait. Typiquement portrait. Ouverture faible. Là, on est plutôt sur une position intermédiaire. On va avoir une profondeur de champ qui est un peu plus longue. Et ici, là, à F22, là, on va être sur des profondeurs de champ qui sont très longues. Typiquement, sur un paysage, sur des photos d'architecture, donc en extérieur ou en intérieur, là, on va avoir des profondeurs de champ, on va choisir des profondeurs de champ qui sont longues pour avoir un maximum de zones de netteté. C'est ça l'objectif. Par exemple, en blanchissage, par exemple.
Ça démarre à... Alors, sur du paysage, on peut attaquer à 8-9. Et à 13 pour être confortable, mais ça dépend encore une fois de l'environnement. C'est-à-dire que si c'est très sombre, il y a des fois, on est obligé de modérer un peu ces particules. Plus le chiffre est grand, plus la profondeur de champ est grande. Donc comment on modifie l'ouverture? Alors, il y a deux modes. Donc le mode manuel, en général c'est un M, ou A peut-être, oui. Avec ce bouton-là, vous allez pouvoir modifier. Quand et comment on va utiliser la profondeur de champ et surtout le mode priorité ouverture. Ce mode-là, on l'utilise principalement quand on veut justement maîtriser cette profondeur de champ. Donc il y a plusieurs cas, c'est une photo d'architecture où on veut avoir une grande profondeur de champ, et là du coup on va décider à la place de l'appareil photo la profondeur de champ. Quand on veut faire un portrait également, quand on veut faire une photo de détail, là également on va décider de la profondeur de champ, et donc du coup on va avoir une grande ouverture pour avoir une faible profondeur de champ. Un petit chiffre pour une faible profondeur de champ. Ce qu'il faut, ce que j'ai pas dit, c'est que quand vous êtes en mode AV, donc priorité à ouverture, c'est l'appareil photo, lui, il va gérer la vitesse en fonction de votre réglage. Le troisième paramètre, c'est la vitesse d'obturation. Vous comprenez bien comment ça fonctionne. En tout cas sur un réflexe, sur les compacts, c'est peut-être un peu différent, mais bon, c'est le même principe. Sur un appareil photo, vous avez un miroir. On voit la lumière dans l'œilleton. D'accord? Donc quand je déclenche, j'ai le miroir qui se relève. Là, la lumière qui rentre. Et après, c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on définit le temps de pause. C'est le temps où le miroir est relevé. Et voilà. Donc plus c'est long, plus il faut être immobile. Là, à une seconde, là, c'est pas jouable. Enfin, en tout cas, pas à main levée, quoi. Donc là, quand c'est comme ça, il faut un pied. Quelle incidence ça a? Le temps de pause, déjà, ça a une incidence sur le flou de bouger. C'est-à-dire que si le temps de pause est long, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un flou de bouger. C'est-à-dire qu'au moment, entre le moment où ça commence à déclencher et le moment où ça remonte, vous faites un micro-mouvement qui fait que du coup, ça ne va pas être net. Donc, après, sur quelque chose qui est en mouvement, là, on voit bien, on a deux temps de pause différents. Ici, on a les gouttes qui sont figées dans leur mouvement, alors qu'ici, on a un mouvement qui est presque continu. Quand on veut faire une photo dans un endroit avec un objet qui est en mouvement, et qu'on veut capter ce mouvement-là, qu'on veut le figer, on va avoir un temps de pause qui va être plus rapide, plus court. Et quand on veut quelque chose le cas où on va avoir un temps de pause plus long, c'est souvent quand on est dans une zone sombre, où là, pour le coup, on va rallonger le temps de pause pour avoir suffisamment de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc là, la vitesse, elle est calculée en fractions de seconde. Donc là encore, c'est un peu tordu. Plus le chiffre est grand, plus c'est rapide. Donc à 1 125e de seconde ou en 1 3200e de seconde, la plupart des appareils photo vont jusqu'à 1 4 millième de seconde. Les appareils photo pro montent jusqu'à 1 8 millième de seconde. Donc, quelle incidence? Donc c'est ce que j'ai déjà un peu dit, mais ça permet de figer le mouvement. Là, on voit bien que ici, on a à 1 centième de seconde, on voit les bras. Là, à 1/4 de seconde, on ne voit plus rien. Donc là, et c'est le même mouvement. Donc c'est des effets différents. Chaque intention photographique, il y a des réglages qui vont être différents. Comment on modifie la vitesse? Donc là, encore une fois, il y a deux moyens, il y a deux modes. C'est le mode manuel et le mode priorité vitesse, PV ou S. Donc en mode manuel, en fait, les deux cas, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode manuel, si vous tournez la molette, c'est la vitesse qui va changer. Si vous êtes en mode priorité vitesse, si vous tournez la molette, c'est la vitesse qui va changer également. Donc là, c'est pas compliqué à faire. Les effets indésirables, j'en ai un petit peu parlé, c'est le flou de bouger. Donc, plus le temps de pause, plus la vitesse va être longue, enfin va être lente plutôt, plus le temps de pause va être long, plus on a des risques de flou de bouger. Donc les raisons du flou de bouger, c'est la stabilité du photographe, donc il faut être vraiment stable. Il faut être bien à plat sur ses deux pieds, il faut bien tenir l'appareil photo, c'est-à-dire qu'on le tient comme ça, on colle les bras le long du corps. Si on trouve de quoi s'appuyer, on s'appuie. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus stable possible. Même quand on a l'impression que le temps de pause est suffisamment rapide, parce que
c'est super énervant d'avoir. Et surtout quand le sujet est loin. Si votre sujet est loin, le moindre mouvement, ça fout la photo en l'air, quoi. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une photo elle paraît nette comme ça, mais c'est pas nickel, quoi. Et si vous zoomez, vous allez tout de suite vous rendre compte que votre photo est pas nette. Pour ça, pour essayer de lutter contre ça, on a aussi une règle. C'est-à-dire que en fonction de la longueur focale, on définit une vitesse minimale. C'est-à-dire que quand je suis à 50 mm, je ne vais pas photographier en dessous de 1/50e de seconde. Quand je suis à 300 mm, je ne vais pas photographier en dessous de 1/300. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la mise en pratique. C'est-à-dire que